Bienvenue à tous. International est à Rabat, au Maroc, où nous reçoit le Premier ministre du Royaume du Maroc, le chef du gouvernement marocain, Abdelila Benkiran. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous ici donc à Rabat. Le Maroc, c'est un des poids lourds de l'Afrique du Nord et même de l'Afrique tout court. Environ 33 millions d'habitants, un pays dont on parle pourtant relativement peu dans les médias internationaux. Et ce, malgré le printemps arabe de ces 2 dernières années. On va bien sûr en parler avec vous. Y a-t-il une exception marocaine? On va aussi en parler avec vous et avec Bruno Darou de Radio France Internationale. Bonjour monsieur le chef du gouvernement. Bonjour. Et avec Isabelle Mandreau du journal Le Monde. Bonjour monsieur Benkiran. Bonjour. Alors en 2 mots, Abdelila Benkiran, vous êtes né à Rabat, vous avez une formation de physicien, vous avez été professeur, ensuite député, élu 4 fois, secrétaire général du parti islamiste PJD, le parti de la justice et du développement en 98, et depuis novembre 2011, après la victoire électorale du PJD, vous êtes donc le chef du gouvernement marocain. Avant de lancer notre débat et pour resituer un peu le contexte marocain, un bref retour en arrière, si vous le permettez, en 2011 avec Sandrine Gomez. Vas-y. Après la Tunisie, l'Égypte et la Libye, le vent de la révolte du printemps arabe souffle jusqu'au royaume de Mohamed VI. Le 20 février 2011, à Rabat, capitale du Maroc, mais aussi dans d'autres villes du pays, pour la première fois, ils sont plusieurs milliers à exiger haut et fort la fin de la corruption, des réformes politiques et une limitation des pouvoirs de la monarchie. Nous protestons car nous voulons de vraies réformes, des réformes de la Constitution pour construire un pays démocratique où la jeunesse aurait sa place. Un message entendu par Mohamed VI face aux manifestations. En avril, premier geste d'apaisement du monarque. Des centaines de prisonniers politiques sont graciés, parmi eux des islamistes et des sahraouis. La communication de crise du palais s'organise. Dans un discours télévisé à la nation le 17 juin 2011, le roi offre alors aux manifestants sa propre révolution. Une nouvelle constitution pour le royaume. Au programme, entre autres, une justice plus indépendante et le monarque promet de déléguer une partie de ses pouvoirs. Mais le roi commandeur des croyants reste le chef de l'État, de la diplomatie et des armées. Changement dans la continuité, diront certains, mais la réforme est saluée par les leaders des principaux partis. Nous remercions le roi car nous avons trouvé dans ce projet de constitution ce que nous demandions concernant l'identité plurielle du Maroc et la reconnaissance de la langue amazigh, la régionalisation et l'élargissement des libertés. Dans la rue, des scènes de liesse, des milliers de personnes souhaitent longue vie au roi. Avec la nouvelle constitution, le souverain coupe l'herbe sous le pied des contestataires. Malgré les appels au boycott lancés par le mouvement du 20 février, la constitution est adoptée par référendum le 1er juillet. 98% des électeurs ont dit oui au roi. 4 mois plus tard, le parti islamiste modéré Justice et Développement arrive en tête aux législatives. Comme le prévoit désormais la Constitution, son chef, Abdelila Benkiran, est désigné par le roi pour former un nouveau gouvernement. Nous sommes animés d'une volonté de réforme et de changement. Sa priorité, l'emploi. 30% des jeunes diplômés sont au chômage. En janvier 2012, l'un d'eux s'immole par le feu, un acte de désespoir qui ravive la colère au Maroc. Quelques mois plus tard, la rue gronde, cette fois à Casablanca. Des dizaines de milliers de manifestants réclament emploi et hausse de salaire. Au Maroc, 5 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, une réalité propice au recrutement des groupes islamistes, parfois responsables d'attentats comme ici sur la place Djema El Fna à Marrakech en 2011. Pour relever ces défis sociaux et économiques, le gouvernement compte sur une croissance proche des 5% en 2013, mais aussi sur l'attractivité du royaume pour les investisseurs étrangers, notamment européens. En décembre dernier, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault venait inaugurer le tramway de Casablanca. Alors, monsieur le chef du gouvernement, on parlera tout à l'heure des relations franco-marocaines, mais parlons d'abord du printemps arabe, de cette dynamique du printemps arabe qui concerne aussi probablement le Maroc. Il y a eu un printemps arabe en Tunisie, en Égypte, pas réellement au Maroc. Est-ce que cela veut dire, monsieur Benkiran, qu'il y a une exception marocaine en la matière? Écoutez, au Maroc, nous ressemblons à nos pays frères et amis, qui sont les pays qui sont sur notre Orient et qui font partie du Maghreb arabe aussi. Mais en même temps, nous avons toujours eu une particularité qui dure maintenant depuis plus de 12 siècles. Nous sommes un État indépendant qui vit les phénomènes qui arrivent de l'Orient et aussi de l'Occident à sa façon. Quelque part, on les marocanise.
Eh bien voilà, ce qui s'est passé, pour essayer de ne pas d'être bref, dans les pays comme la Tunisie ou l'Égypte, pour ne pas citer la Syrie, c'est qu'on avait des pouvoirs qui avaient tout pris, qui avaient pris la fortune, qui avaient empêché l'exercice des libertés et donné la possibilité aux gens de vivre selon les droits de l'homme, etc. Et c'était différent au Maroc? C'était différent. C'était pas complètement différent, mais c'était différent. Il y avait beaucoup de critiques. Je sais. Donc, concernant la fortune, concernant les droits de l'homme, concernant les libertés, nos réformes, on les a commencées une vingtaine d'années avant. Mais aussi, on avait des difficultés. Il y avait la corruption, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, la rue, elle est descendue, mais pas d'une façon massive comme ça s'est passé dans les autres pays. Et aussi, et notre exception, on la doit aussi et surtout à notre monarchie, qui est une monarchie qui essaie de jouer le rôle d'abord de l'arbitrage, avant de jouer le rôle de l'autorité, carrément comme ça se faisait en Tunisie ou comme ça se faisait en Égypte. Et c'est pour cela que Sa Majesté, je ne l'ai pas vu sur votre documentaire, Sa Majesté, la première réaction qu'il a eue au mouvement du 20 février, c'était le 9 mars. C'était pas 20 jours, c'était pas encore 20 jours. Et c'est ce grand discours du 9 mars qui est le plus important, qui a donné la dynamique, comme quoi on répond à la demande de la rue de faire des réformes. Et aussi, grâce à Dieu, le peuple n'est pas descendu d'une façon massive et n'a pas demandé le changement du régime. C'est ça le plus important. Donc il n'y a aucune difficulté pour un Premier ministre ou un chef de gouvernement comme vous, issu d'un parti islamiste, à s'entendre avec le roi, commandeur des croyants? Alors ça c'est venu après, c'est-à-dire les élections aussi ont été un point très marquant, parce que au Maroc, je crois que Sa Majesté, ce qu'il a fait, c'est du sérieux. Ce n'est pas seulement quelque chose de superficiel. Il a engagé des réformes dans la Constitution qui répondent à tout ce qu'a demandé la classe politique depuis l'indépendance, pratiquement. Et quand les élections sont venues, Sa Majesté a insisté pour que les résultats soient déclarés tels qu'ils lui ont été rapportés, ce qui donnait notre parti. Avec 107 sièges, ça dépassait même peut-être beaucoup de ce qu'espéraient les nôtres, en particulier, disons-le clairement. Mais aujourd'hui, Monsieur Benkiran, comment qualifiez-vous le régime donc, qui a été modifié par Mohamed VI? Le régime, c'est pour vous une monarchie parlementaire achevée? Ce n'est pas une monarchie parlementaire. Ou un début vers la monarchie? Le roi, nous n'avons pas été officiellement pour la monarchie parlementaire, parce qu'on considère que ça ne conviendra pas à notre pays. Pour nous, le roi doit rester le chef de l'État et doit avoir l'autorité, mais nous pensons que ce n'est pas dans l'intérêt du pays qu'il soit mêlé à la gestion des affaires. C'est pour cela que la monarchie elle est partie dans le sens de rendre la tête du gouvernement. À la tête du gouvernement, on a aujourd'hui un chef du gouvernement. On n'a plus un Premier ministre. Ce n'est plus un coordinateur. C'est quelqu'un qui est le chef de l'administration. Donc l'administration obéit au chef du gouvernement, mais l'État tout entier obéit à Sa Majesté. D'ailleurs, il n'a pas que, il a aussi les choses stratégiques, sans parler des prérogatives religieuses. Donc, Sa Majesté reste le recours pour la population, pour le gouvernement et pour les partis politiques, parce que nous avons dans nos pays toujours cette peur d'avoir une partie hégémonique qui essaye de broyer tout le monde à son profit. Donc pour nous, le roi, c'est la personne qui garde suffisamment de pouvoir pour pouvoir intervenir, pour rééquilibrer si jamais il y a un déséquilibre d'un côté ou de l'autre. Cet équilibre des pouvoirs, tel qu'il est actuellement, vous semble satisfaisant? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une expérience, disons-le sincèrement. Au départ, on est parti d'une monarchie absolument exécutive. Aujourd'hui, on est rentré dans une monarchie qui s'approche de la monarchie parlementaire sans le devenir. Mais pour vivre tout ça, il faut que les réformes prennent place. Et il faut qu'on s'habitue aux réformes. Tout ça, c'est nouveau pour les Marocains. C'est nouveau pour les gens de l'administration. C'est nouveau pour les responsables. Aujourd'hui, c'est le chef du gouvernement qui nomme. Jusqu'à aujourd'hui, on doit en avoir nommé plus d'une centaine de responsables. Tout ça, ça se passait chez Sa Majesté avant.
c'est en train de venir doucement. Et moi, j'ai essayé, depuis que je suis venu, que ça se passe dans une cordialité avec Sa Majesté. Je ne veux pas exercer le pouvoir dans le sens du bras de fer, parce que, pour moi, Sa Majesté, c'est le symbole de l'État. Et donc, mon devoir, c'est mon chef d'abord, oui. et je dois travailler avec lui de telle façon que l'État tout entier puisse avancer, peut-être doucement, mais à l'aise. Alors, vous venez de parler vous-même de bras de fer. On voit bien, par exemple, pour revenir à la Tunisie ou à l'Égypte, qu'il y a vraiment une lutte, pour l'instant, pour le pouvoir, entre, disons, pour schématiser, entre des laïcs, des nationalistes et aussi des islamistes, parfois très radicaux. Il n'y a pas ce genre de danger au Maroc que les salafistes, que les islamistes les plus radicaux prennent le dessus et quelque part menacent cet équilibre dont vous venez de parler? Je vais vous dire, je suis clair et net. Notre pays est un pays qui a des atouts. Ces atouts, il n'est pas question de les perdre, que ce soit en face des salafistes ou des islamistes ou des communistes ou des radicaux de je ne sais plus trop qui. Nous sommes un pays stable. Nous sommes un pays démocratique, à notre niveau, à notre façon de voir les choses, à notre niveau d'évolution. Et ça, on compte avancer, d'accord, mais doucement. Il n'est pas question de prendre le dessus. Et celui qui veut participer à la vie politique peut le faire. Mais il faut qu'il accepte les atouts qui ont fait cet État. Depuis, comme je vous ai dit... Et l'héritage. L'héritage, c'est un grand héritage. Nous avons survécu... à un tas de vagues qui sont venues, entre autres le protectorat français, et entre autres le panarabisme, entre autres la vague socialiste et même la vague islamiste. Il faut le dire. Même la vague islamiste qu'il y avait dans les années 90, nous avons survécu à tout ça avec le minimum de dégâts. Parce que nous pensons qu'il y a des choses qui sont essentielles, qu'il faut préserver pour notre pays. Et on compte le faire ensemble. C'est-à-dire, pas moi seul, chef de gouvernement. D'abord, Sa Majesté, le gouvernement, les partis politiques, tout le monde insiste pour que les atouts qui forment la stabilité du pays ne soient pas touchés. Sinon, au Maroc, je vais vous dire une chose. Nous, on n'est pas... si jamais cet équilibre est rompu, on ne sait pas ce qu'on va avoir devant nous. Donc, il n'est pas question de le laisser se rompre. Isabelle Mandreau. Monsieur Benkiran, après le printemps arabe, des nouveaux gouvernements islamistes sont arrivés au pouvoir en Égypte, en Tunisie et vous-même, d'ailleurs au Maroc. Je crois que vous n'êtes pas membre des Frères musulmans, mais vous allez peut-être nous le confirmer. Mais êtes-vous différent déjà des autres gouvernements islamistes et étiez-vous préparé à l'exercice du pouvoir? Je vais vous dire, nous ne sommes pas des Frères musulmans. Mais je ne cache pas que l'école qui a constitué le départ de notre façon de réfléchir, et de nos lectures, etc., ça a été cette pensée-là, cette école de pensée ou cette pensée d'école. Voilà, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, etc. Mais nous avons évolué tout seuls. On n'a jamais été branchés avec les frères musulmans. Donc nous avons évolué d'une façon qui nous a permis d'être différents. De toutes les façons, le Maroc n'aurait jamais accepté qu'il y ait dans ce pays les frères musulmans. C'est un pays qui a toujours été jaloux de sa particularité. Donc et ça fait plus de 12 siècles qu'il est indépendant de l'Orient. Nous avons notre façon de voir notre religion. Excusez-moi, le Maroc, quand vous dites le Maroc, c'est les autorités marocaines ou c'est le peuple marocain? Non, c'est le système tout entier, le peuple, les autorités, tout ça. Ça ressemble les uns aux autres. Et donc nous sommes différents. Et c'est pour cela que nous avons été différents durant l'histoire. C'est pour cela que nous continuons à rester encore différents. Nous sommes très jaloux de cette différence. Mais vous étiez préparé... Sans vouloir dire du mal des autres. Hein. Bien sûr. Et vous étiez préparé à l'exercice du pouvoir? Écoutez, je suis chef de gouvernement depuis plus d'une année. Je crois que peut-être que je n'étais pas préparé comme un athlète va à un championnat, mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que je m'en sors bien. Et quel regard portez-vous? Donc ça, c'est le regard... Grâce à Dieu, hein, grâce à Dieu, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est le regard que vous portez. On y reviendra peut-être plus en détail sur la manière dont vous, ici, vous exercez le pouvoir. Quel regard portez-vous sur la manière dont les pouvoirs islamistes en Égypte et en Tunisie exercent le pouvoir? La situation est actuellement dans ces deux pays assez tendue politiquement quand même. Voilà, alors je vais vous dire ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est différent. Je ne peux pas dire que je saisis exactement ce qui se passe. Mais chez nous, il y avait un arbitre.
Et donc, C'est ça qui manque dans ces tous pays. les joueurs, chacun pouvait faire sa partie de jeu, mais il y avait toujours l'arbitre là pour, s'il le faut, faire de telle sorte à éviter le dérapage. Ce qui est en train de se passer en Tunisie et en Égypte, c'est que ceux qui auraient pu être des arbitres, les anciens présidents, s'ils s'étaient comportés un petit peu plus raisonnablement, ils ont mal réagi, ils ont plongé dans la répression, ils ont fait des choses qui ont fait sauter les verrous de la société. Et ben aujourd'hui, pour que la société reprenne son équilibre et se retrouve, ce n'est pas évident. Vous avez à la tête des partis qui étaient complètement déconnectés de l'État, les classes qui étaient dans la gestion des affaires sont toujours là, elles ne sont pas parties, ceux qui sont venus n'étaient pas du tout en relation avec le pouvoir. Donc tout ça, c'est une sorte de difficulté, mais je pense que j'ai l'impression que bien que ce soit difficile, les choses vont aller dans l'esprit de retrouver un équilibre. Une question encore sur la Tunisie. Comment vous avez ressenti l'assassinat de Chokri Belaïd? Ah, très mal, bien sûr. Sincèrement, je ne vous cache pas. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, mais j'aimerais bien le savoir. J'ai l'impression quelque part que c'est des gens qui, je ne sais pas à qui ils appartiennent, à quelle tendance ils appartiennent. Sincèrement, je vous le dis, mais j'ai l'impression que ce n'est pas des gens anodins, c'est des gens qui ont su qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils voulaient détruire l'expérience qui est en train de se passer en Tunisie. Ils sont en train de l'essayer. J'espère qu'ils ne vont pas y réussir. Vous pensez que ce sont des gens qui pourraient être proches de l'ancien régime de Ben Ali? Écoutez, concernant les crimes, il n'y a que la justice qui peut vraiment se prononcer. Mais je vous ai dit quelle a été mon impression dès le départ. Alors, il nous reste à peu près 2 minutes avant une petite pause. Après, on aura encore 25 minutes. Mais je voudrais vous poser une question sur le Maroc et la guerre au Mali. Le Maroc a soutenu l'intervention française dès le début. Le Maroc a même autorisé le survol de son territoire par l'aviation française. Est-ce que 6 semaines après cette intervention, le Maroc soutient toujours l'intervention française? Je vais vous dire, Sa Majesté m'a chargé de lire un texte devant les chefs des États islamiques. C'était pour saluer, entre autres, pour saluer l'action tranchée de la France. Il ne faut pas se tromper. On ne va pas revenir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ce monde? On va revenir à une pagaille. On va permettre au pays d'être divisé en deux ou d'avoir de la prise du pouvoir par la force. C'est fini tout ça. Nous sommes dans un monde qui doit avancer. On ne peut pas reculer. Je suis désolé. Notre position, elle a été tranchée. Elle continue à être la même position. Et je dois le reconnaître, la France a eu le courage. Il y a aussi autre chose que je devrais dire. Si jamais les pays riverains, et disons-le clairement, et africains et islamiques qui sont autour du Mali avaient fait leur devoir, on n'aurait pas eu besoin de l'intervention. Vous parlez de l'Algérie, là? Je parle de l'Algérie, du Maroc. Des pays de la CEDEAO. Nous on n'a pas de tous les pays qui sont aux alentours, parce que c'est. Vous voulez dire que ça vous concerne aussi? Ça nous concerne d'abord. Ça nous concerne d'abord. Donc la réalité, c'est ça. Mais quand on parle de notre partie géographique, vous avez l'Algérie qui refuse que le Maroc intervienne, je ne sais plus trop quoi, etc. Bon, je veux pas. Mais la réalité, c'est ça. C'est d'abord notre responsabilité. On s'interrompt 2 minutes et on se retrouve tout de suite. Vous voulez? Deuxième partie d'International, on retrouve notre invité ici à Rabat, le chef du gouvernement marocain Abdelila Benkiran. Alors on parlait de ce qui se passe en ce moment au Mali et à quel point cela vous concernait d'abord, évidemment le Maroc, mais aussi d'autres pays de la région. Est-ce qu'il est exclu, monsieur le chef du gouvernement, que le Maroc envoie des troupes au Mali? Ça, je ne peux pas vous dire pour une simple raison, c'est que c'est réellement les prérogatives de Sa Majesté. C'est lui qui décide de tout ce qui concerne l'armée, tout ce qui concerne... Et vous pensez que ce serait une... Donc, non, mais ça, c'est...
je suis obligé de me retenir pour vous répondre, parce que ça, comme je vous ai dit, ce sont les prérogatives de Sa Majesté, c'est lui qui prend les décisions. Mais j'insiste pour dire que l'intégrité territoriale des pays de la région, la sécurité dans les pays de la région, la paix dans la région, ça c'est une responsabilité collective. Et si on avait pu trouver une solution entre nous et nos frères algériens concernant cette affaire du Sahara, on coopérerait beaucoup mieux et on serait capables tous les deux, de résoudre ces problèmes à notre façon, bien sûr. Peut-être à ce moment-là, on n'aurait pas besoin d'intervenir de cette façon, mais on l'aurait fait. Mais maintenant que ce différend existe et qu'à cause de ce différend, il y a des allergies de ce côté et de celui-là, on n'arrive pas malheureusement à rendre. Alors c'est important ce que vous dites, ça veut dire que la question du Sahara occidentale, ou des territoires du Sud, mais c'est une question... Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, elle est marocaine, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais le fait que cette question ne soit pas réglée a eu une influence directe sur ce qui se passe aujourd'hui au Mali. N'en doutez pas, n'en doutez pas. Tout ce qui s'est passé au Mali est quelque part lié à cette affaire d'une façon ou d'une autre. Il y a eu d'abord la répression des années 90 en Algérie qui a obligé ceux qui pensaient régler les problèmes politiques par le djihad de descendre dans le Sahara du Sahel. Et puis après ça, l'armée de Kadhafi et les armes de Kadhafi sont descendues en bas. Et puis après l'appel au djihad, etc. Il est aussi descendu en bas et c'est le Mali qui est en train de payer ça quelque part. C'est la réalité, il faut le dire. Donc tout ça, s'il n'y avait pas ce problème, qui n'est pas un vrai problème, laissez-moi vous le dire, avec toute l'amitié que j'ai pour nos frères algériens, pour le régime algérien, entre nous et le peuple algérien, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, c'est une politique qu'ils ont considéré devoir alimenter. C'est désolant. Maintenant, nous pensons que nous sommes devant des conditions stratégiques qui montrent qu'on devrait laisser tomber tout ça. Tout le monde sait, la France sait, l'Espagne sait, l'Algérie sait que le Sahara est marocain et que dans le cadre de cette autonomie, on pourrait trouver une solution, il n'y a aucun problème. Si l'Algérie décide de régler ce problème, en une journée, c'est réglé. Je voudrais revenir, monsieur le ministre, sur la situation au Mali et l'envoi de troupes. Vous dites que c'est la prérogative du roi Mohamed VI. Certaines informations ou allégations, je ne sais pas, affirment qu'il y a actuellement 300 forces spéciales marocaines qui se battraient aux côtés des Français dans le Nord Mali. Vous confirmez, vous affirmez? Sincèrement, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Vous êtes chef du gouvernement? Oui, je suis chef du gouvernement et je vous dis que je ne suis pas au courant. Et si je le savais, je vous l'aurais confirmé. Donc, vous n'êtes pas au courant parce que c'est la prérogative. Mais c'est une prérogative particulièrement appartenant à Sa Majesté, dans laquelle je n'interviens d'aucune façon. Ceci ne veut pas dire qu'il ne m'informe pas quand il veut. Quand il veut. Sa Majesté, quand elle veut, elle prend le téléphone, on se parle. Très cordialement d'ailleurs, et il me dit quand il a envie de me dire donc quelque chose. Mais ça, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, sincèrement. D'accord. Isabelle. Monsieur Benkiran, justement, à travers cet exemple-là aussi, je voudrais revenir un peu sur les relations avec le palais. Comment ça se passe entre vous, le chef de gouvernement, et le palais, et le roi? Comment en fait les choses sont tranchées? Comment les décisions sont-elles prises? Avez-vous toutes les libertés de manœuvre pour gérer le pays aujourd'hui? Ou est-ce que vous n'aimez pas le terme cohabitation, je crois? Mais comment vous définiriez-vous ces relations? Il est faux. Nos amis français devraient comprendre une chose. Nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Marocains. C'est vrai que la cohabitation, c'est un mot français. Oui, voilà, il n'y a pas de cohabitation. Non, mais c'est lui le patron, c'est lui le chef. Comment ça se passe entre nous? Je vais vous dire une chose. Sa Majesté, je ne la connaissais pas personnellement, avant d'être nommé. Je lui ai adressé la parole, on a échangé des termes entre nous pour la première fois quand il m'a nommé. Depuis le temps, j'ai découvert quelqu'un de formidable, de très gentil, qui aime son pays, qui aime son peuple, d'une façon directe. Bon, c'est pas toujours évident, je vous le cache pas. Parfois, en général, ça se passe très bien, ça se passe très très bien. Mais parfois, bon, on n'est pas d'accord. Mais quand je ne suis pas d'accord
et que j'ai un peu d'espace. C'est son ordre qui passe d'abord et avant tout. C'est comme ça. Mais vous n'êtes pas d'accord quoi? Parce que vous n'avez pas la même philosophie politique. Il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, ça nous arrive. Comme par exemple? Non, je ne vais pas vous dire, écoutez, c'est entre moi et Sa Majesté. Bon, mais quand je ne suis pas d'accord, je révise les choses avec Sa Majesté avec la politesse due à un roi, parce que c'est notre roi, ce n'est pas un président qu'on a voté, qu'on peut critiquer, etc. C'est notre roi, c'est le symbole de notre pays, et il n'y a rien à faire. Hein. Et puis moi, et c'est en plus dans ma nature. Dans ma nature, si les Marocains veulent un chef de gouvernement qui rentre en litige avec le roi, qu'ils aillent chercher un autre. Moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, si jamais ça ne marche pas avec Sa Majesté, je m'en vais moi-même. Tout simplement. Donc, pour moi, c'est d'abord la politique, elle est d'abord gérée dans le cadre de... Maintenant, concernant mes prérogatives, je peux vous dire une chose. J'ai nommé jusqu'à aujourd'hui, en concertation avec le gouvernement, bien sûr, en délibération dans le gouvernement, plus d'une centaine de personnes. Jamais personne ne m'a téléphoné pour me dire nommer celui-ci ou nommer celui-là. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, parfois c'est des moments difficiles, mais en général ça marche. Alors maintenant, je peux vous dire une chose, Sa Majesté insiste pour que la Constitution soit toujours respectée. Ça, chef du gouvernement, on a parlé tout à l'heure dans le sujet que vous avez vu du mouvement du 20 février, de ce mouvement de contestation qui a connu donc, son paroxysme en début 2011. Ils avaient essentiellement des revendications politiques, aussi des revendications en matière de droits de l'homme. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ce mouvement du 20 février est devenu, s'est essoufflé, est devenu marginal dans la société marocaine? Je vais vous dire, quand j'ai été nommé, il y avait un grand problème. Comment on va faire avec le 20 février? Eh bien, le 20 février a décidé d'arrêter de lui-même. Quand il a vu comment les élections se sont passées, quand il a vu quel est l'effet sur la rue, et sur la population, l'aise qui lui rentrait quand il a su que les résultats ont été respectés, il a décidé d'arrêter ses sorties, etc. Bon, maintenant, le mouvement du 20 février ne peut pas devenir marginal ou pas marginal, parce que ce n'est pas un mouvement organisé, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement de société. Je considère que si on avance dans nos réformes, elles sont nécessaires, et si on améliore la situation, et beaucoup de choses ont déjà été faites jusqu'à maintenant, je crois que le 20 février se transformera en tendance à conforter la scène politique marocaine. Les uns vont aller vers les partis de gauche, les autres vers les partis de référentiel islamique, les autres vers les conservateurs, etc. Mais si on ne réussit pas nos réformes, on ne réussit pas ce qu'on doit faire, là, c'est autre chose. Mais M. Benkiran, pourquoi dans ces conditions, ce que vous venez de décrire, des dizaines de militants du mouvement du 20 février se trouvent en prison, parfois condamnés avec des peines très lourdes? Je vais vous dire. Je ne pense pas, Madame Isabelle, vous m'avez déjà posé la question, qu'il y a un seul jeune févriériste qui est là parce qu'il appartient au 20 février. Ce n'est pas ce que disent les organisations des droits de l'homme. Écoutez, ce que je vous dis, c'est des informations que j'ai. Bon, maintenant, pour quelles raisons ils sont là-bas, comment ils ont été pris, etc. Est-ce que vous pouvez affirmer que c'est parce que l'un d'entre eux avait dans sa poche un truc de cannabis ou parce qu'il fait partie du 20 février? Il n'y a que la justice et elle est absolument souveraine. Elle est absolument souveraine, vous le savez très bien, pour juger de ça. Donc, je suis en train de vous répéter les paroles de notre ministre de la Justice, mais vous savez, qui est un ancien militant des droits de l'homme et qui continue à être un militant des droits de l'homme. Mais Monsieur Benkiran, on peut arrêter, d'autres régimes le font, hein, je ne dis pas que ça se passe ici. Oui, c'est possible. On peut arrêter des militants politiques pour des motifs de droit commun. Oui, je sais que c'est possible. Je sais que ça doit se faire un peu partout dans le monde, mais moi, comment voulez-vous que je puisse juger? C'est ça la question. Donc pour moi, en tant que chef du gouvernement, ce sont des gens qui ont été pris par les services. Je ne vais pas aller pour faire l'enquête moi-même.
Si vous voulez que je le fasse, je le ferai. Mais il faudrait que j'aille faire l'enquête moi-même. Bien sûr qu'on a des doutes parfois. Quand on entend quelqu'un qui est en train de chanter quelques chants qui dépassent un peu les limites, après on a des doutes. Mais qui va trancher ces doutes? Ou on a confiance dans notre justice, ou on n'a pas confiance dans notre justice. Notre peuple a confiance dans notre monarchie, a confiance dans nos élections, a confiance dans notre justice. Ça marche comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous dise que nous sommes parfaits? Nous ne sommes pas parfaits. Non, mais personne n'est nous parfait. ne sommes pas parfaits, mais nous sommes en train d'évoluer. C'est très important. Nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, je crois que ce dialogue qui est en train de se passer, il y a 5 ans, il n'était même pas imaginable. Aujourd'hui, on le fait. Le 20 février, descend encore dans la rue, personne n'empêche les gens de descendre. Ouais, je voudrais juste rester pour poursuivre sur la question d'Isabelle, sur la question des prisons. Il y a un comité de l'ONU qui estime que la pratique de la torture n'est plus systématique au Maroc, mais qu'elle est encore récurrente. Est-ce que vous êtes... La torture ? Oui, qu'il y a encore aujourd'hui des pratiques de torture dans les prisons au Maroc. Non, attention. Les prisons, ça n'a aucune relation avec les services de sécurité. Parfois, dans les prisons, je sais qu'il y a des exactions, mais c'est pour maintenir l'ordre. Parce que vous savez, en prison, ce n'est jamais facile. Je ne sais pas si vous y avez déjà été, moi j'y ai été. Non, bon, heureusement pour vous, c'est pas la peine de le faire. Donc en prison, parfois, je crois qu'il y a des problèmes de discipline, etc. Et comment ça se passe, je ne peux pas aussi vous assurer. Bien sûr, le chef du service, il me suit, c'est-à-dire il me rend compte, il me dit qu'il n'y a rien de tout ça. Mais je suppose que ça ne doit pas être évident de maintenir des milliers de personnes dans des conditions qui ne sont pas très favorables. Ils ne sont pas accueillis dans des 5 étoiles, c'est clair. Bon. Maintenant, la torture, avant le passage devant les tribunaux, ça existait au Maroc. Oui. Moi, je l'ai subi 2 fois. Mais ça date de 40 ans, de 30 ans. Et ça, c'est fini, ça. Et ça, c'est fini. C'est fini. D'accord. Ça, c'est fini. Alors, ça, c'est fini. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer que c'est fini à 100%, qu'un jour ou l'autre, quelqu'un ne recevra pas une gifle, mais... officiellement, pour moi, pour nos services, pour ce que me dit notre ministre de la Justice, qui joue absolument de ma confiance, c'est fini tout ça. Monsieur le chef du gouvernement, une question sur l'économie marocaine. La situation est assez contrastée parce que vous avez une croissance assez forte, une croissance qui dépasse les 5%, mais vous avez aussi un déficit budgétaire qui se creuse, en grande partie parce que l'État marocain subventionne des produits de grande consommation, comme le pétrole, le gaz, le pain, le sucre, entre autres. Est-ce que vous allez être obligé de supprimer ces subventions, ce qu'on appelle ici la caisse de compensation? Nous avons des problèmes macroéconomiques, comme vous avez dit, qui nous viennent du passé et qui nous viennent pour d'autres raisons que celle-ci. Mais il y a celle-ci aussi. C'est normal, aujourd'hui, avec le prix du pétrole, on dépensait pour la compensation, il y a 10 ou 15 ans, 4 milliards de dirhams. Aujourd'hui, on dépense 55 milliards de dirhams. 55 milliards de dirhams, c'est à peu près 5 milliards d'euros, c'est énorme. Donc vous ne pouvez pas continuer. Non, notre population aujourd'hui est convaincue qu'il faut réformer cette caisse de compensation. Mais on va le faire doucement. On va le faire doucement et selon une stratégie de faire arriver l'aide aux gens les plus démunis. Bon, tout ça, on l'a dit, ça a été accepté, mais les détails, ça bloque un peu. Parce qu'il dans la classe politique... Il y a une partie de la population marocaine qui n'aura pas droit à ces subventions, à ces crédits que vous allez, à ces primes. Donc finalement, il y en a qui vont, par exemple, les fonctionnaires, ils ne sont pas très contents parce qu'ils... Écoutez, je vais vous dire une chose. Les fonctionnaires... Ils ne sont pas contents, ils ont raison de ne pas être contents. Si aujourd'hui, si demain ils vont aller, ils payent leur essence qu'ils payaient à 11 dirhams, à 13 dirhams, ils ne peuvent pas être contents. Mais ils sont conscients que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour me mettre cet argent dans ma poche. Ce que je suis en train de faire, c'est pour sauver le budget de l'État. Est-ce qu'ils veulent un État dans lequel ils vont trouver l'essence à 13 dirhams au lieu de 11 dirhams, mais qui s'en sort sur le plan du budget, sur le plan international, ou ils veulent un État qui ne cesse de demander des emprunts
à l'extérieur ou à l'intérieur et de couler la trésorerie du Donc pays. votre politique, c'est de parler vrai, de dire les choses. Non, mais écoutez, à quoi ça sert de ne pas parler vrai? Ça suffit, c'est comme ça qu'on est arrivé à tous ces problèmes. Aujourd'hui, c'est fini, notre politique, elle est claire. Nous voulons dire aux Marocains les choses telles qu'elles sont. Nous allons faire des réformes, que ce soit la compensation, que ce soit les retraites, que ce soit la réforme fiscale, que ce soit la réforme de la justice. Notre pays, grâce à Dieu, est un pays qui n'a pas eu les problèmes qu'ils ont eu les autres. Mais il faut que les problèmes économiques soient résolus. Nous allons sans doute passer par une période difficile où il va être demandé aux gens de faire davantage de sacrifices, mais pour des journées meilleures. Vous ne voulez pas qu'on arrive à la situation de la Grèce. Je ne veux pas citer des pays encore plus proches. Donc, on est obligé de faire les réformes qu'on est obligé de faire. Par exemple, pour parler des retraites, c'est aussi une question qui se pose en France. Oui, je sais. Alors, mais je ne sais Maroc, pas comment vous arrivez à trouver les solutions. Mais pour nous, il n'y a rien à faire. Si on ne fait pas les réformes nécessaires, d'ici 10 ans, il nous faudra 125 milliards de dirhams. Et donc vous êtes et en train de c'est dire énorme. C'est la moitié du budget de l'État. Vous êtes en train de dire aux Marocains que de toute façon, l'âge de la retraite va augmenter. On va se mettre... Les Marocains sont d'accord pour tout, mais ils aiment le consensus. Ils aiment entendre que les partis politiques, les syndicats, tout ce beau monde, il s'est réuni et qu'on est quelque part d'accord un peu. Bon, mais je vais vous dire tout de suite que ça, ce sont des réformes inévitables. Elles auront lieu. Elles auront lieu. On ne va pas réinventer la roue. Il faut... Les experts vous disent ça, vous ne pouvez pas éviter d'augmenter l'âge de la retraite. Ouais. Ce sera quoi, 62, 65 Je ne vais pas vous dire tout de suite, mais c'est en train d'être discuté. Dans le domaine des libertés individuelles, M. Benkiran, est-ce que vous souhaitez le maintien de l'article 475 qui dit notamment qu'une jeune femme mineure peut être mariée à son violeur? Mais ça, il a déjà été aboli, cet article. C'est aboli. C'est aboli. Officiellement, c'est aboli. Maintenant, ça va passer devant le Parlement pour être définitif. Non, c'est terminé, ça. C'est terminé. Bon. Quelle place accordez-vous à la femme dans votre politique, M. Benkiran? Parce qu'il y a une seule femme au gouvernement. Je suis désolé, Madame Isabelle. Bon, précisons d'abord que cette femme, elle appartient à notre parti. Bon. Une sur 30. Puisque vous parlez de ma politique, moi, ma politique ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai pas de problème. Moi, si j'avais demain un gouvernement de femmes, à majorité femmes ou entier en femmes, ça ne me dérange pas. Mais ce que les Européens doivent comprendre, c'est qu'ils ont fait, eux, en 2 siècles, ils veulent qu'on le fasse en 2 ans ou en 3 ans. Il faut qu'ils prennent leur patience. Parce que sinon, on va être obligé demain de dire, tiens, on tire les femmes par les cheveux, on les place dans le gouvernement. Il ne faut pas faire ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train, avec la loi, aider à ce que les femmes s'intègrent mieux dans les partis. Parce que les conditions difficiles politiques qu'on a vécues dans les années 60 et 70, etc., ont empêché que la bonne intégration de la femme à la vie politique. Elle est en train de se faire aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, dans notre Conseil national, dans notre parti, il y a 40% de femmes aujourd'hui. Donc c'est une différence, c'est un paysage qui est en train de se transformer petit à petit. Et si vous avez aujourd'hui 67 femmes dans le Parlement marocain, 60 sont venues par le quota. Et 7 sont venus par le suffrage direct. Donc ce qu'on va faire, c'est aller doucement, permettre aux partis et là il y aura une intégration de la femme qui sans doute, il y a beaucoup de femmes qui sont très capables, mais en démocratie il ne suffit pas d'être capable, il faut aussi être reconnu, il faut être reconnu par votre parti, il faut être reconnu par la population, il faut être voté en démocratie. Et Mme Bassima Haqaoui est venue par le vote, elle a été nommée. Elle a été nommée ministre par Sa Majesté, mais elle a été proposée par un vote. Ce n'est pas moi qui l'ai désignée, c'est le vote dans le parti à travers toute une procédure, etc. C'est votre démocratie, vous nous l'avez apprise, elle est lourde, elle est comme ça, mais il faut attendre un peu. Elle est ministre de la Famille, je crois d'ailleurs. Elle est ministre de la Famille, elle s'occupe d'un tas de choses. Il nous reste très peu de temps, 5-6 minutes. Je voudrais revenir, parce qu'on a abordé très rapidement sur les relations entre l'Algérie, c'est très important, et le Maroc. Les frontières entre vos 2 pays sont toujours fermées au jour d'aujourd'hui. Du côté algérien. Oui. De notre côté, c'est ouvert. Pour vous, quelles seraient les conditions d'une réouverture totale de ces frontières? Écoutez, je vais vous dire, je ne peux pas vous citer qu'est-ce que représente le peuple algérien pour le peuple marocain et vice-versa. Ouais. Nous sommes le même peuple. Ouais. Nous sommes le même peuple, nous sommes la même souche.
Nous avons la même langue, nous avons la même religion. C'est-à-dire, nous et les Égyptiens, nous sommes des frères. Mais les Algériens, je suis en train de le répéter, c'est un terme que j'ai pris chez vous, nous sommes la même souche. Malheureusement, cette affaire du Sahara, qui est une ancienne affaire, qui appartient à une ancienne logique qui est en train d'envenimer nos relations. Eh ben, le jour où nos frères algériens voudront, et j'espère qu'ils le feront le plus tôt possible, ces frontières vont s'ouvrir. Bien sûr qu'il y aura des choses qui sont économiques, mais c'est pas seulement ça. Oui, parce que ça il y a une rupture sociale. Je ne sais pas si vous le sentez ou vous ne le sentez pas, mais si vous avez un frère de l'autre côté, si vous avez un beau-frère de l'autre côté, si vous avez de la famille de l'autre côté, et nous c'est comme ça entre nous et les Algériens. Ça coûte très cher à l'économie marocaine, parce que vos deux économies pourraient être très complémentaires. Vous êtes en train de prêcher un convaincu. Eh Sa bien, Majesté a déjà décidé d'ouvrir les frontières de notre côté. Nous sommes en train d'attendre ce geste et il n'y a que Dieu qui peut le convaincre. On l'implore pour qu'il le fasse. Monsieur Benkiran, à propos du Sahara, justement, il y a eu le procès des militants sahraouis qui ont été arrêtés il y a 2 ans lors du démantèlement du camp de Agdimzik à Laayoune. Pourquoi ont-ils été jugés par un tribunal militaire, plus de 2 ans après les faits? Écoutez, dans notre loi, c'est comme ça. Quand c'est avec les militaires, c'est le tribunal militaire. Même si ce sont des civils même si ce sont des civils, c'est comme ça. Vous trouvez ça bien, normal il faudrait le changer. L'essentiel, c'est la justice. Non, et la justice, elle a été rendue. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on est un Sahraoui qu'on peut tout se permettre. Les citoyens marocains qui sont en train qui habitent ces régions savent très bien qu'ils sont traités d'une façon particulière, avec beaucoup d'égards, par rapport à tous les citoyens. C'est la réalité, il faut le dire, mais ce qu'ils ont fait, ce n'est pas honorable du tout. Enfin, les chefs d'accusation qu'ils avaient. Donc, ils sont passés devant un tribunal militaire, les sentences ont été saluées, la façon dans laquelle le procès s'est passé a été salué par tout le monde. L'essentiel, c'est ça, c'est la justice. Malheureusement, le temps passe très très vite. Je ne sais pas si c'est à cause des Français ou des Marocains. C'est nous tous. C'est parce que l'émission est intéressante, en général c'est le cas. Alors, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault était au Maroc en décembre dernier. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il était ici, bien sûr. Le président François Hollande, parce que vous me regardez. Il va venir. Non, vous m'avez rappelé de bons souvenirs, parce que je ne connaissais pas. Le président François Hollande sera chez vous probablement au mois de mars ou en avril, je ne sais pas encore, la date n'a pas encore été fixée. Alors, on parle de partenariat d'exception entre la France et le Maroc. C'est un partenariat d'exception, aussi bien politique qu'économique? Mais écoutez, je ne sais pas, mais je crois que ça c'est classique. Tout le monde le sait dans les connaissances politiques banales qu'entre le Maroc et la France, c'est des relations très très particulières. D'ailleurs, moi, quand j'ai été nommé, il y avait un peu de suspicion. L'ambassadeur de France est venu me voir et je lui ai dit, Il était inquiet, mais non, il n'était pas inquiet. On se connaissait avant, mais il est venu s'assurer. Je lui ai dit, mais écoutez, les relations entre le Maroc et la France sont très bonnes. On va continuer. Pourquoi vous voulez qu'elles changent? Elle m'a dit, elles ne vont pas changer. Je lui ai dit, non, au contraire, je ne sais pas. Mais je pourrais prétendre qu'aujourd'hui, elles sont encore plus bonnes qu'avant. Je ne sais pas. Mais alors, est-ce que ça va jusqu'à, par exemple, ça fait débat dans votre pays, le fait que, par exemple, Alstom ait obtenu la construction d'une ligne de train à grande vitesse dans votre pays? Certains disent, au lieu de faire ça, on aurait mieux fait de construire des écoles, des hôpitaux, et Alstom a eu ça très facilement. Est-ce que c'est interdit de réfléchir différemment? Non, mais moi je vous pose la question. Voilà, bon, il y a des gens qui posent des questions. Ça, c'est, je vais vous dire, ça, encore une fois, ça, c'est une décision qui s'est passée. Non, mais vous qui êtes sensible aux sujets sociaux, est-ce que quand même ça ne vous interpelle pas? Écoutez. Dans un pays, il n'y a pas que le social. Il y a le social, il y a le stratégique, il y a la défense, il y a un tas de choses. Et c'est pour cela que si vous ne trouvez pas la bonne raison quelque part, allez la chercher autre part. Nous sommes un pays qui essaie de se défendre et d'être à l'aise en même temps. Donc il n'est pas question qu'il court seulement derrière le fait de se mettre à l'aise seulement sans pouvoir se défendre. Nous sommes les amis de la France. La France est un pays ami du Maroc. Elle l'a prouvé. Elle ne cesse de
de le prouver sur des choses qui sont difficiles, comme par exemple l'affaire du Sahara. Elle a une position raisonnable, qui va dans le bon sens, qui est réalisable. Et donc, ceci étant, ça pourrait expliquer peut-être des choses qu'il arrive à certains gens de trouver difficile de comprendre. C'est le TGV contre la position française de soutien? Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Le TGV aussi. Écoutez, vous ne voudriez jamais que le Maroc ait aussi son TGV? Nous, on voudrait aussi... Il faut qu'on arrête l'émission à grande vitesse aussi, parce qu'on va déborder le temps qui nous est imparti. Il me reste juste à vous remercier, déjà, de nous avoir accueillis ici à Rabat et d'avoir répondu à toutes nos questions avec franchise. Voilà. Mais seulement, je ne préside pas le parti depuis 1998, depuis 2008 seulement. 2008, ah oui, allez, 10 ans trop. Mais ça, c'est pas grave. Peut-être qu'ils ont perdu ces 10 années. Rectifier, voilà, très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Ben Kiran. Merci à tous et à dimanche prochain pour un nouveau numéro d'International.